Un père rentre de voyage plus tôt que prévu, impatient de surprendre ses filles jumelles. Mais en arrivant chez lui, il découvre un silence pesant et un vide paralysant. En suivant un bruit étouffé, il trouve ses filles enfermées dans le sauna par la belle-mère. Romain Dubois ajusta sa montre Rolex au poignet, tandis que l'avion amorce sa descente vers l'aéroport Charles de Gaulle. La ville de Paris s'étend à l'infini sous lui, une mer de lumière scintillante dans la nuit parisienne. 3 jours plus tôt que prévu, mais le manque de ses filles était devenu insupportable. Durant toute la conférence d'affaires à Genève, il n'avait cessé de penser au rire de ses jumelles, Isabelle et Raphaël, courant dans leur hôtel particulier, à leur voix aiguë criant « Papa !» lorsqu'ils rentraient du travail. À 45 ans, Romain avait bâti un empire commercial qui avait débuté avec une petite entreprise de BTP, héritée de son père, et qui était devenu l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Paris. Mais à cet instant, en regardant les lumières de la ville qui l'avait rendu riche, tout ce qu'il voulait, c'était serrer ses fillettes de 4 ans dans ses bras et sentir l'odeur de shampoing pour enfants dans leurs cheveux bouclés. Les réunions s'étaient terminées plus tôt que prévu, et Romain n'avait pas hésité à changer son vol. Il voulait surprendre les filles, peut-être les emmener manger une glace au jardin du Luxembourg qu'elles adoraient tant. Marine serait surprise aussi. Sa seconde épouse se plaignait toujours qu'il voyageait trop, qu'il manquait des moments importants de l'enfance de ses filles. À 38 ans, elle avait 15 ans de moins que lui, une ancienne mannequin qu'il avait rencontrée lors d'un gala 2 ans après être devenu veuf. Le taxi parcourait les rues silencieuses de Paris dans la nuit de mardi. Romain observait par la fenêtre les tours illuminées de la Défense, pensant à la façon dont il serrerait les jumelles dans ses bras le matin, à leur euphorie en le voyant dans la cuisine en train de prendre son café avec des croissants. Leur petit cœur s'emballait toujours de bonheur quand il apparaissait à l'improviste, courant dans ses bras avec leur pyjama en flanelle. Il était 2h30 du matin lorsque la clé tourna dans la serrure de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Romain entra silencieusement, respirant l'arôme familier d'adoucissant et de fleurs que Marine laissait toujours dans la maison. Il ne portait qu'un petit bagage à main, le reste attendrait. La maison était plongée dans l'obscurité, comme il était naturel à cette heure. Il monta les escaliers de marbre en direction de la chambre qu'il partageait avec Marine, s'attendant à la trouver profondément endormie. Mais quelque chose n'allait pas. Le silence n'était pas le silence habituel d'une maison endormie. Il était lourd, étrange, chargé d'une tension invisible qui lui donnait la chair de poule. Romain s'arrêta au milieu du couloir, tendant l'oreille. Où était le ronflement doux de Marine qui le calmait toujours après des voyages stressants? Où était le bruit occasionnel des jumelles bougeant dans leur lit, dans la chambre d'à côté, se chuchotant des choses comme elles en avaient l'habitude? Il se dirigea vers la chambre de ses filles et poussa doucement la porte. Son cœur s'emballa. Les lits étaient vides. Les draps roses à motifs de licorne étaient parfaitement tendus, sans aucun signe qu'ils aient été utilisés. Les peluches que les filles ne quittaient jamais, un ours brun pour Isabelle et un lapin blanc pour Raphaël, étaient disposés sur les coussins comme des objets de décoration. Romain sentit la première vague de panique. Il était au milieu de la nuit. Les filles auraient dû dormir depuis des heures. Où pouvaient-elles être? Il descendit rapidement les escaliers, vérifiant chaque pièce de la demeure. Le salon avec ses canapés en cuir italien, la cuisine haut de gamme où il préparait des crêpes le dimanche. Le bureau rempli de trophées professionnels. Rien. La maison semblait abandonnée, mais la BMW blanche de Marine était dans le garage. Romain se mit à appeler à voix basse, essayant de ne pas réveiller les voisins. « Marine, Isabelle, Raphaël !» L'écho de sa voix lui revint, vide, résonnant contre les murs de marbre. C'est alors qu'il entendit. Un son étouffé, presque imperceptible, venant de la zone de la piscine au fond de la maison. Romain se dirigea vers le bruit, son instinct paternel déclenchant toutes les alarmes dans son esprit. C'était comme un murmure lointain, un chuchotement qui ne devrait pas exister à cette heure. Le son provenait de l'intérieur du sauna qu'il avait fait construire l'année précédente, un investissement de 50 000 € sur lequel Marine avait insisté pour ses séances de relaxation. Romain s'approcha de la porte du sauna en bois clair et remarqua qu'elle était verrouillée de l'extérieur. Un simple verrou, mais définitif. Le son devint plus clair. C'étaient des chuchotements d'enfants, les chuchotements de ses filles.
Isabelle, Raphaël, appela-t-il, pressant son oreille contre la porte tiède. Papa? La voix d'Isabelle était faible, effrayée, chargée d'un espoir qui brisa le cœur de Romain. C'est vraiment papa? Murmura Raphaël. Romain sentit le monde tourner autour de lui. Ses filles étaient enfermées dans le sauna. Ses bébés. Avec des doigts tremblants, il déverrouilla la serrure et ouvrit la porte. La chaleur qui s'en échappa était suffocante, oppressante, même avec le chauffage éteint. L'air était lourd, chargé. Sur le sol du sauna, blottis l'une contre l'autre comme deux petits animaux effrayés, se trouvaient ses deux petites filles. Isabelle et Raphaël levèrent les yeux vers lui, mais ne coururent pas dans ses bras comme elles le faisaient toujours quand il rentrait de voyage. Elles restèrent immobiles, recroquevillées, comme si elles attendaient la permission de bouger. Leurs petits visages, normalement roses et pleins de vie, étaient pâles, les lèvres sèches et gercées, les yeux rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Elles portaient les mêmes pyjamas que la dernière fois qu'il les avait vues, 2 jours auparavant. « Qu'est-ce que vous faites ici, mes amours ?» demanda Romain, s'agenouillant et tendant les bras, essayant de garder une voix calme malgré le tremblement qui parcourait tout son corps. « Maman Marine a dit qu'on doit rester ici jusqu'à ce qu'on apprenne à être des filles obéissantes, » murmura Raphaël, la voix rauque comme si elle avait beaucoup crié. « On a été méchante, papa, » ajouta Isabelle en baissant les yeux. « On a renversé du jus sur le tapis. » Romain sentit quelque chose de glacial et de terrible lui parcourir l'échine. Il les prit toutes les deux dans ses bras, remarquant à quel point elles étaient trop légères, comment leur petit corps tremblait malgré la chaleur étouffante. Il les emmena dans la cuisine et leur donna de l'eau dans des gobelets en plastique, observant comment elles buvaient avec désespoir, en renversant une partie dans leur hâte, comme si elles n'avaient pas eu accès à l'eau depuis longtemps. « Depuis combien de temps êtes-vous là-dedans » demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme tout en mouillant des serviettes pour rafraîchir leurs petits visages. « Depuis hier matin, » répondit Isabelle, en évitant son regard. « Maman Marine a dit que tu ne reviendrais pas avant plusieurs jours, qu'on avait tout le temps d'apprendre notre leçon sur le fait de ne pas faire de bêtises. » Romain serra ses filles fort contre lui, sentant des larmes chaudes lui brûler les yeux. Tandis qu'il les berçait, son esprit travaillait furieusement. Marine avait enfermé ses filles de 4 ans dans un sauna pendant plus de 24 heures, en guise de punition pour avoir renversé du jus, comme si elles étaient des animaux qu'il fallait dompter. Et où était Marine maintenant? Romain porta les jumelles sur le canapé du salon, les couvrit avec la couverture en laine qu'elles adoraient, et leur murmura des mots tendres, promettant qu'il ne les quitterait plus jamais. Mais tandis qu'il les regardait s'endormir dans ses bras, une terrible prise de conscience commença à se former dans son esprit. La façon dont elles avaient réagi en le voyant, l'hésitation, la peur dans leurs petits yeux, la manière résignée dont elles avaient accepté la punition. Ce n'était pas la première fois. Alors que la nuit avançait et que Romain veillait sur le sommeil agité de ses filles, observant comment elles sursautaient au moindre bruit, il se demanda combien d'autres fois elles avaient été enfermées dans ce sauna. Combien d'autres punitions cruelles avaient-elles subies pendant qu'il était loin, à bâtir des fortunes et à conclure des affaires, croyant naïvement que ses filles étaient en sécurité et aimées à la maison. La porte d'entrée s'ouvrit silencieusement. Des pas familiers résonnèrent dans le hall. Marine était de retour, et Romain comprit que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Marine entra par la porte d'entrée comme si de rien n'était, ses escarpins résonnant sur le marbre du hall. Elle était impeccable, comme toujours, vêtue d'une robe en soie bleu marine et portant un petit sac de créateur. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage intact, comme si elle était juste sortie prendre un café avec des amis. Romain resta immobile sur le canapé, ses 2 filles endormies dans ses bras. Il observa Marine ranger la clé dans son sac, enlever ses chaussures avec soin, se regarder dans le miroir du hall. Chaque geste était calculé, routinier. Elle ne montrait ni hâte ni inquiétude. C'était comme si rentrer à la maison à 3 heures du matin était tout à fait normal. « Romain ?» Sa voix parut surprise mais pas effrayée. « Tu es rentré plus tôt ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il voulait observer chaque réaction, chaque micro-expression sur
le visage de sa femme. Marine s'approcha du salon, et c'est alors qu'elle vit les filles endormies dans les bras de son mari. « Les filles sont dans le salon? Pourquoi ne sont-elles pas au lit ?» Elle fronça les sourcils, comme si c'était la chose la plus étrange du monde. « Où étais-tu, Marine ?» La voix de Romain était basse, contrôlée, mais chargée d'une froideur qu'elle n'avait pas encore perçue. « Avec Patricia et Lucie. On est allé dîner à l'avenue, et après on a bu un verre de vin au bar de l'hôtel. J'ai perdu la notion du temps. » Elle sourit, ce sourire charmant qu'il avait un jour conquis. « Tu sais comment c'est quand on se retrouve, on papote et... » Les filles étaient enfermées dans le sauna. Le sourire de Marine vacilla une fraction de seconde. Juste une fraction. Mais Romain le remarqua. « Comment ça, enfermée dans le sauna? Elle dormait quand je suis parti. »« Depuis hier matin, Marine. Elles m'ont dit qu'elles étaient là depuis hier matin. » Marine se mit à rire, un rire forcé qui sonna étrangement dans le silence de la nuit. « Romain, chéri, tu viens de rentrer de voyage, tu es fatigué. Les filles inventent parfois des histoires. Tu sais comme les enfants ont de l'imagination. » Elle s'approcha davantage, tendant la main pour toucher son visage. « Laisse-moi les mettre au lit. Tu as besoin de te reposer. » Romain se dégagea de son contact. Elles étaient déshydratées, Marine, affamées, terrifiées. « Impossible. Je les ai mises au lit normalement, hier soir. Elles ont dû se réveiller au milieu de la nuit et aller jouer dans le sauna. Tu sais comme elles sont curieuses. » L'explication sortit si naturellement des lèvres de Marine que Romain faillit douter de lui-même. Faillit. Mais alors Raphaël bougea dans ses bras, murmurant quelque chose dans son sommeil. « On ne veut plus rester dans le noir, maman Marine, s'il te plaît. » Romain sentit la colère monter comme de la lave en fusion dans sa poitrine. Raphaël faisait des cauchemars. Ses filles faisaient des cauchemars à l'idée d'être enfermées dans le noir. « Écoute ça, Marine. Écoute ce dont ta fille rêve. » Marine haussa les épaules. « Les cauchemars sont normaux chez les enfants de leur âge. Peut-être qu'elle a vu quelque chose à la télévision qui l'a effrayée. » Romain étudia le visage de sa femme. Marine était une actrice née. Elle l'avait toujours été. C'était une partie du charme qui l'avait attiré quand ils s'étaient rencontrés. Elle pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi avec sa beauté et son bagou. Mais maintenant, en l'observant nier quelque chose qu'il avait vu de ses propres yeux, Romain se demanda combien d'autres fois elle lui avait menti. « Je vais mettre les filles au lit, » dit-il en se levant avec précaution. « Laisse-moi t'aider, » proposa Marine. Mais Romain secoua la tête. « Je peux le faire seul. » Il monta les escaliers avec les jumelles dans ses bras, sentant le poids de chaque marche. Dans la chambre des filles, il les allongea délicatement dans leur lit, les couvrant de leurs douces couvertures. Isabelle ouvrit brièvement les yeux quand il la déposa. « Papa, tu ne vas pas repartir, n'est-ce pas ?»« Non, mon amour. Papa va rester ici. Promis ?»« Promis. » Romain embrassa le front de chacune de ses filles et redescendit pour affronter Marine. Elle était dans la cuisine, préparant une tisane, comme si c'était une nuit normale. Comme si rien ne s'était passé. « Marine, il faut qu'on parle. »« Bien sûr, chérie. Une tisane? Ça va te détendre. » Elle posa 2 tasses sur le plan de travail en granit, se déplaçant dans la cuisine avec une grâce féline. Elle était belle, Romain le reconnaissait. À 38 ans, elle avait encore le corps svelte de ses années de mannequinat, toujours impeccable, toujours parfaite. Mais il y avait quelque chose de prédateur dans ses mouvements cette nuit-là. « Pourquoi les filles avaient-elles peur de me voir ?» demanda directement Romain. « Peur? Je ne comprends pas. Elles ne m'ont pas sauté au cou comme d'habitude. Elles sont restées immobiles, comme si elles attendaient une permission. » Marine soupira de façon théâtrale. « Romain, tu as tellement voyagé ces derniers temps. Peut-être qu'elles étaient confuses, encore endormies. Tu les as réveillées au milieu de la nuit. Elles ne dormaient pas, Marine. Elles étaient réveillées, alertes, effrayées. Tu deviens paranoïaque. » Romain observa sa femme servir la tisane, remarquant que ses mains restaient fermes. Pas de tremblement, pas de nervosité. Marine était en contrôle total. C'était comme si discuter du fait d'enfermer des enfants dans un sauna était une chose banale. « Comment s'est passée ta journée hier ?» demanda-t-il, changeant de stratégie. « Normal. J'ai emmené les filles à l'école. Je suis allé les chercher en fin d'après-midi. On a fait les devoirs, on a dîné, j'ai regardé Netflix après qu'elles se soient endormies. »« Et elles ont été sages ?»«
Une pause presque imperceptible. Comme toujours. Romain savait qu'elle mentait. Il pouvait le sentir dans l'air, dans la façon dont elle évitait son regard direct, dans la façon dont ses réponses semblaient répétées. Marine, s'il y a des problèmes de comportement avec les filles, on peut en parler. On peut chercher une aide professionnelle, établir des règles ensemble. Elle rit de nouveau, ce rire artificiel. Des problèmes de comportement? Romain, tes filles sont des anges. Elles ne me posent jamais de problème. La façon dont elle avait dit « tes filles » ne lui échappa pas. Comme si elle n'était pas aussi sa responsabilité. Comme si elle n'était qu'un fardeau qu'elle portait. Alors pourquoi était-elle enfermée dans le sauna? Je te l'ai déjà expliqué, elles ont dû aller y jouer pendant la nuit. La porte était verrouillée de l'extérieur, Marine. Le verrou a peut-être glissé tout seul. Tu sais que cette serrure se coince parfois. Romain connaissait cette serrure. Il l'avait installée lui-même. Elle ne se coinçait pas toute seule. « Je vais dormir dans la chambre d'amis cette nuit, » dit-il finalement. « Comme tu veux, chérie. Tu dois être fatiguée de ton voyage. » Marine termina sa tisane calmement, lava la tasse, rangea tout à sa place. Puis, elle monta les escaliers, ses pas légers sur le marbre. Romain resta dans la cuisine, la regardant disparaître dans le couloir à l'étage. Quelque chose n'allait terriblement pas dans sa maison. Ses filles avaient été victimes de quelque chose de cruel, et sa femme mentait effrontément à ce sujet. Mais Marine était intelligente, calculatrice. Si elle faisait quelque chose aux filles, elle serait prudente pour ne laisser aucune preuve. Romain se dirigea silencieusement vers la chambre des jumelles. Il poussa doucement la porte et observa ses filles dormir. Même dans leur sommeil, elles semblaient tendues, comme prêtes à se réveiller, au moindre bruit. Il s'assit dans le fauteuil de la chambre et décida qu'il passerait la nuit à veiller. Il n'avait plus confiance en Marine pour laisser les filles seules avec elle. Pas après ce qu'il avait découvert. Tandis qu'il observait la respiration douce de ses filles, Romain fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qu'il découvrirait dans les heures ou les jours à venir, il protégerait Isabelle et Raphaël, même si cela signifiait détruire ce qui restait de son mariage. À 5 heures du matin, Marine apparut à la porte de la chambre des filles. Elle portait un déshabillé en soie, les cheveux lâchés sur les épaules. « Toujours là, Romain. Je veille sur mes filles. » Elle l'observa un long moment, quelque chose de dangereux brillant dans ses yeux bleus. « Ce sont aussi mes filles, Romain. Ne l'oublie pas. » La menace dans les mots de Marine était subtile mais réelle. Romain comprit qu'il entrait dans une guerre dont il ignorait même l'existence. Une guerre pour l'âme de ses filles. Et Marine n'avait aucune intention de perdre. Romain se réveilla dans le fauteuil de la chambre des filles, avec une douleur au cou et le cœur battant la chamade. Il n'avait dormi que 2 heures, mais un bruit l'avait réveillé. C'était le son de Marine se déplaçant dans la maison, ses pas délibérés résonnant dans le couloir. Il vérifia sa montre, 7 heures du matin. Les jumelles dormaient encore, mais Romain remarqua quelque chose qui le glaça. Isabelle avait des marques rouges sur le poignet droit, des marques qui n'étaient pas là la veille. Il s'approcha doucement du lit et examina les petits bras de sa fille. C'étaient des marques de pression, comme si quelque chose y avait été attaché. « Isabelle, mon amour », murmura-t-il en touchant doucement l'épaule de la fillette. Elle se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés de peur avant de le reconnaître. « Papa, tu es resté ici toute la nuit ?»« Oui, ma princesse. Dis-moi une chose, comment t'es-tu fait mal au poignet ?» Isabelle regarda les marques rouges et cacha rapidement son bras sous la couverture. « Je ne me suis pas fait mal. Isabelle, tu peux me dire la vérité. Papa ne se fâchera pas. » La fillette regarda nerveusement vers la porte de la chambre. « Maman Marine a dit que si je te raconte des secrets, elle m'emmènera dans un endroit très loin et tu ne me retrouveras plus jamais. » Romain sentit le sang se glacer dans ses veines. Marine menaçait ses filles pour les réduire au silence. « Mon amour, maman Marine ne peut t'emmener nulle part. Papa ne laissera jamais ça arriver. » Raphaël se réveilla au même instant, comme par réflexe conditionné. Les deux se réveillaient toujours ensemble, remarqua Romain, comme si elles avaient peur de rester seules. « Papa, je peux faire pipi ?» demanda Raphaël avec une politesse excessive pour une enfant de 4 ans. « Bien sûr, mon amour, tu n'as pas besoin de demander la permission pour faire pipi. Maman Marine dit que les filles bien élevées demandent toujours la permission. » Romain accompagna ses filles aux toilettes et observa quelque chose qui le perturba profondément.
Elles utilisaient les toilettes rapidement, presque avec précipitation, comme si elles avaient peur de prendre trop de temps. Elles se lavaient les mains méticuleusement, vérifiant que le robinet était bien fermé, qu'il n'y avait pas de gouttes sur le lavabo. « Pourquoi faites-vous ça si vite ?» demanda-t-il. « Maman Marine n'aime pas quand on prend notre temps dans la salle de bain, » expliqua Isabelle. « Elle dit que les filles qui traînent sont paresseuses. » Ils descendirent à la cuisine, où Marine préparait déjà le petit déjeuner. Elle était de nouveau impeccable, maquillée, coiffée, portant une robe claire qui lui donnait l'air d'une mère parfaite. « Bonjour, mes princesses, » dit-elle d'une voix mielleuse. « Maman vous a préparé des crêpes spéciales. » Les filles s'assirent à table, mais Romain remarqua qu'elles mangeaient étrangement. Elles mâchaient rapidement, avalaient de gros morceaux, comme si elles avaient peur qu'on leur retire leur nourriture. « Doucement, les filles, » dit Romain. « Ne vous pressez pas. » Marine se mit à rire. « Elles ont toujours été enthousiastes à l'heure du repas. J'adore les voir avec de l'appétit. » Mais Romain observa que Marine contrôlait chaque mouvement de ses filles du regard. Quand Raphaël renversa un peu de miel sur la table, la fillette regarda immédiatement Marine avec terreur. « Pardon, maman Marine, c'était sans faire exprès. »« Ce n'est pas grave, mon amour, » répondit Marine avec douceur, mais Romain vit la tension dans sa mâchoire. Après le petit déjeuner, Marine annonça qu'elle emmènerait les filles à l'école. « En fait, c'est moi qui les emmène, » dit Romain. « Pas la peine, chérie. Tu viens de rentrer de voyage. Repose-toi. Je veux emmener mes filles à l'école. » Il y eut un moment de tension silencieuse. Marine sourit, mais ses yeux ne souriaient pas. « Comme tu voudras. » Dans la voiture, Romain observa ses filles dans le rétroviseur. Elles étaient inhabituellement silencieuses, regardant par la fenêtre avec des expressions trop sérieuses pour des enfants de 4 ans. « Les filles, vous aimez l'école ?»« Oui, papa, » répondirent-elles à l'unisson. « Et la maîtresse ?»« Madame Carla est gentille, » dit Isabelle. « Elle ne crie jamais. » La remarque semblait innocente, mais Romain en saisit le sous-entendu. Si Isabelle jugeait important de mentionner que la maîtresse ne criait pas, c'est que quelqu'un à la maison criait sur elle. À l'école, Romain décida de parler à la maîtresse, Carla, une femme d'une 50aine d'années aux yeux doux et avec des décennies d'expérience avec les enfants. « Monsieur Dubois, quelle surprise de vous voir amener les filles. Comment s'est passé le voyage ?»« Bien, merci. Je peux vous parler une minute ?» Carla perçut le sérieux dans sa voix. « Bien sûr. Les filles, vous pouvez aller jouer dans la cour. » Quand ils furent seuls, Romain choisit ses mots avec soin. « Carla, avez-vous remarqué un changement dans le comportement des jumelles ?» La maîtresse hésita. « Eh bien, ces dernières semaines, elles sont plus réservées, moins spontanées. Elles ont toujours été des enfants joyeuses, mais dernièrement elles semblent plus prudentes. » « Prudentes comment ? Elles demandent la permission, pour tout. Si elles peuvent prendre un jouet, si elles peuvent aller aux toilettes, si elles peuvent parler. C'est comme si elles avaient peur de faire quelque chose de mal. » Romain sentit son estomac se nouer. Autre chose. Hier, Raphaël a dessiné la famille. C'était troublant. Elle vous a dessiné, elle et Isabelle, mais la silhouette de Madame Marine était séparée du reste, très sombre, presque fantomatique. Vous avez encore ce dessin? Oui. Et il y a autre chose, monsieur Dubois. Jeudi dernier, Isabelle est arrivée à l'école avec une marque sur le bras. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a dit qu'elle était tombée de vélo. Mais la marque ressemblait à quoi? À une petite brûlure, comme une brûlure de cigarette. Romain sentit le monde tourner autour de lui. Marine fumait occasionnellement en soirée, mais le niait toujours. Utilisait-elle des cigarettes pour blesser les filles? Vous avez signalé ça à quelqu'un? J'ai pensé à vous appeler, mais Madame Marine est venue chercher les filles ce jour-là et a expliqué qu'Isabelle s'était blessée à la maison. Elle a dit qu'elles iraient chez le médecin. Romain savait que Marine n'avait jamais emmené Isabelle chez un médecin. Encore un mensonge. De retour à la maison, Romain décida d'agir. Il appela Carmen, la femme de ménage qui venait 3 fois par semaine depuis 2 ans. C'était une femme observatrice et attentionnée avec les filles. « Carmen, je dois vous demander quelque chose de confidentiel. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange à la maison quand je ne suis pas là ?» Carmen, une dame de 60 ans qui avait élevé 5 enfants, regarda nerveusement autour d'elle.
Monsieur Dubois, je ne veux pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. J'ai juste besoin de savoir si mes filles vont bien. Carmen prit une profonde inspiration. Les filles ont beaucoup changé ces derniers mois. Avant, elles couraient dans la maison, riaient, faisaient des bêtises normales d'enfants. Maintenant, elles marchent sur la pointe des pieds, chuchotent, restent toujours ensemble. Et Madame Marine? Elle est différente quand vous n'êtes pas là, très stricte avec les filles. Elle crie pour un rien. Un jour, je l'ai vue mettre Raphaël au piquet dans le dressing obscur pendant 2 heures, parce que la petite avait mouillé ses vêtements en jouant avec de l'eau. Romain sentit la colère monter de nouveau. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?» Madame Marine m'a dit que si je faisais des commérages, je perdrais mon emploi. Et j'ai besoin de ce travail, monsieur Dubois. Y a-t-il autre chose que je doive savoir? Carmen hésita longuement. La semaine dernière, quand je suis arrivé pour le ménage, j'ai entendu les filles pleurer dans le sauna. J'ai demandé à Madame Marine et elle a dit qu'elle jouait à cache-cache. Mais les pleurs ne semblaient pas être ceux d'un jeu. Romain serra Carmen dans ses bras. Merci de m'avoir prévenu. Et ne vous inquiétez pas pour votre emploi. Cet après-midi-là, quand Marine sortit pour ses activités sociales, Romain décida d'enquêter plus en profondeur. Il fouilla toute la maison, cherchant des preuves. Dans le dressing de la chambre des filles, il trouva une petite couverture sale cachée derrière les vêtements. Elle sentait l'urine et la peur. Dans le bureau de Marine, il trouva quelque chose d'encore plus troublant. Un agenda, où elle notait les infractions des filles et les punitions appliquées. Les notes étaient méticuleuses, organisées, comme un système. Isabelle a renversé du jus lundi. Punition, 2 heures dans le sauna. Raphaël a ri trop fort pendant un dessin animé. Punition, 1 heure dans le dressing obscur. Les deux ont couru dans la maison. Punition, ont dormi par terre dans la salle de bain. Page après page de cruauté systématique documentée avec une froideur scientifique. Romain photographia tout avec son téléphone, les mains tremblantes, de rage et d'horreur. Quand Marine rentra en fin d'après-midi, elle trouva Romain qui l'attendait dans le salon, les filles jouant dans le jardin, visibles par la fenêtre. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda-t-il d'une voix contrôlée. « Merveilleuse. Je suis allé au spa, puis j'ai déjeuné avec Patricia. »« C'est drôle. J'ai passé la journée à découvrir des choses intéressantes sur la façon dont tu t'occupes de nos filles. » Marine s'arrêta, son masque de perfection vacillant un instant. « De quoi parles-tu » Romain posa l'agenda sur la table basse. « Tu reconnais ça ?» Le visage de Marine blêmit, mais elle se ressaisit rapidement. « Cet agenda est privé. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires. »« Donc tu admets que c'est le tien ? Que tu as documenté chaque torture que tu as infligée à mes filles ? » ?»« Torture ?» Marine se mit à rire, mais le rire sonna faux. « Romain, tu es mélodramatique. Ce sont juste des registres de discipline. Toute bonne mère garde un contrôle sur le comportement de ses enfants. Enfermer des enfants de 4 ans dans des saunas et des dressings, ce n'est pas de la discipline, Marine. C'est de la torture. » Marine s'approcha de lui, ses yeux bleus brillant d'une froideur que Romain n'avait jamais vue auparavant. « Tu as toujours été absent, Romain, toujours en voyage, toujours au travail. Quelqu'un devait éduquer tes filles correctement, et j'ai fait un excellent travail. Elles sont obéissantes, polies, bien élevées. Elles sont traumatisées, elles ont peur de tout. Elles sont disciplinées. Il y a une différence. » Romain réalisa qu'il regardait une personne qu'il ne connaissait pas. La femme, qu'il avait épousée 2 ans plus tôt, était une étrangère dangereuse qui avait torturé ses filles systématiquement. « Ça s'arrête maintenant, Marine. Tu ne toucheras plus à mes filles. » Marine sourit, un sourire glacial et calculateur. « Tes filles ? Romain, chéri, légalement, ce sont aussi mes filles. Et si tu essaies de m'éloigner d'elles, je prouverai que tu es un père absent et négligent. Qui crois-tu que les tribunaux vont croire ? Un homme d'affaires accro au travail qui voyage la moitié du mois, ou une mère dévouée qui a renoncé à sa carrière pour s'occuper de 2 petites filles ? La menace plana dans l'air comme un poison. Romain comprit que Marine avait tout planifié avec soin. Chaque mouvement, chaque torture, chaque mensonge faisait partie d'un plan plus vaste. Et maintenant, elle était prête à utiliser le système contre lui. Mais Romain avait aussi des cartes en main.
et la guerre pour l'âme de ses filles ne faisait que commencer. Romain passa la nuit blanche à planifier son prochain coup. Marine avait raison sur un point. Légalement, elle avait des droits sur les filles, mais Romain avait quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une détermination absolue à protéger ses filles et les ressources financières pour une longue bataille juridique. Le lendemain matin, pendant que Marine dormait, Romain appela maître Henri Moreau, son avocat personnel et ami de longue date. « Henri, j'ai besoin de ton aide de toute urgence. C'est à propos de mes filles. »« Romain, quelle heure est-il ? Il n'est même pas 6 heures du matin. »« Désolé de te réveiller, mais c'est une urgence. J'ai découvert que Marine maltraite les filles. » Le ton d'Henri changea immédiatement. « Quel genre de maltraitance ?» Romain expliqua. « Tout. L'épisode du sauna, l'agenda avec les registres de punition, les marques sur le poignet d'Isabelle, les témoignages de la maîtresse et de la femme de ménage. » Henri l'écouta en silence. « Romain, c'est très grave. J'ai besoin que tu documentes tout. Photographie les marques sur les enfants, garde l'agenda, enregistre les conversations si possible. Mais fais attention à ne pas enfreindre les lois sur la vie privée. Et pour la garde, Marine a menacé d'utiliser mon absence contre moi. Malheureusement, elle n'a pas tort. Les tribunaux ont tendance à favoriser la figure maternelle, surtout quand le père voyage beaucoup. Mais la maltraitance infantile change tout. Si nous pouvons le prouver, si, Henri, je l'ai vu de mes propres yeux. Je te crois, Romain, mais les tribunaux exigent des preuves solides. Marine peut prétendre que les marques étaient des accidents, que l'agenda concerne une discipline normale. Il nous faut quelque chose d'irréfutable. Après avoir raccroché, Romain installa discrètement des caméras de sécurité à des endroits stratégiques de la maison. C'était une violation de la vie privée de Marine, mais la sécurité de ses filles passait avant tout. À 8 heures du matin, Marine descendit pour le petit déjeuner, impeccable comme toujours. Elle observa Romain avec un sourire froid. « Mal dormi, chérie? Tu as l'air abattu. »« Je vais bien. » Les filles descendirent peu après, et Romain remarqua quelque chose qui l'alarma. Elles marchaient toujours ensemble, ne se séparaient jamais, même pour un instant. C'était comme si elles avaient peur de rester seules. « Papa va vous emmener à l'école encore aujourd'hui, » dit Marine, mais il y avait une note de défi dans sa voix. Pendant le petit déjeuner, Romain observa chaque interaction. Marine était subtile, mais elle contrôlait tout. Quand les filles pouvaient boire de l'eau, combien elles pouvaient manger, même comment elles devaient mâcher. Et elle le faisait avec des sourires et des mots doux qui cachaient des menaces. « Raphaël, ma chérie, tu renverses du sucre sur la table. N'oublie pas que les filles soigneuses ne font pas de bêtises. » Raphaël arrêta immédiatement de toucher au sucre, ses petites mains tremblant. Dans la voiture, en route pour l'école, Romain décida d'essayer une approche différente avec ses filles. « Les filles, si quelqu'un vous fait du mal ou vous fait peur, vous pouvez le dire à papa. » Isabelle et Raphaël échangèrent un regard dans le rétroviseur. « Mais si la personne qui fait du mal dit qu'elle fera pire si on le dit ?» demanda Isabelle d'une petite voix. Romain sentit son cœur se briser. Ses filles étaient réduites au silence par la peur. « Personne ne vous fera rien de pire, papa le promet. »« Tu le promets vraiment ?» demanda Raphaël. « Je le promets de tout mon cœur. » À l'école, Romain parla de nouveau avec la maîtresse Carla, qui cette fois était encore plus inquiète. « Monsieur Dubois, hier, Isabelle a fait pipi dans son pantalon pendant la classe. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas demandé à aller aux toilettes, elle a dit qu'elle avait oublié de demander la permission à la maison et qu'elle avait été punie. Maintenant, elle a peur de demander quoi que ce soit. Punie comment? Elle n'a pas voulu le dire. Mais Monsieur Dubois, une enfant de 4 ans, ne devrait pas avoir ce genre de peur. Ce n'est pas normal. » Romain demanda à voir d'autres dessins des filles. Ce qu'il vit le fit frissonner. Les dessins récents étaient sombres, pleins de silhouettes hantées et d'enfants en pleurs. Sur l'un des dessins de Raphaël, il y avait 2 petites filles dans une boîte noire, avec une grande silhouette menaçante à l'extérieur. « Quand a-t-elle dessiné ça ?»« La semaine dernière. Je lui ai demandé ce qu'était la boîte noire, et elle a dit que c'était l'endroit où les méchantes filles allaient quand elles mettaient papa en colère. » Romain photographia tous les dessins avec la permission de la maîtresse. C'étaient des preuves visuelles du traumatisme psychologique que subissaient ces filles. En rentrant à la maison, Romain trouva Marine au téléphone dans le salon. Elle ne le vit pas arriver. « Non, Patricia,
Il ne se doute encore de rien de grave. Il pense que ce sont juste des caprices d'enfants. Oui, j'ai tout sous contrôle. Les filles savent qu'elles subiront bien pire si elles ouvrent la bouche. Romain enregistra la conversation avec son téléphone, le sang bouillant en entendant Marine parler de ses filles comme si elles étaient des objets de manipulation. Romain est si naïf. Il croit que je suis la mère parfaite. Bien. Sûr que je note tout. S'il y a un problème, j'ai de quoi prouver qu'il était absent et que je faisais tout toute seule. Marine raccrocha et se retourna, se retrouvant face à Romain. « Depuis combien de temps es-tu là ?»« Assez longtemps. » Elle sourit, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux. « Tu écoutes les conversations privées, Romain? Ce n'est pas très gentleman. Torturer des enfants n'est pas très maternel non plus. » Le masque de Marine tomba enfin. Son visage se tordit en une expression de pure colère. « Tu ne comprends rien. Ces filles étaient des sauvages quand je suis arrivé ici. Elles pleuraient, criaient, faisaient des caprices pour tout. Quelqu'un devait les civiliser. Elles avaient 3 ans, Marine, un comportement normal pour des enfants. Normal? Marine rit avec mépris. Romain, tu ne sais rien de l'éducation des enfants. Tu as passé ta vie à travailler, laissant les autres s'occuper d'elles. C'est moi qui ai dû gérer les cris, les pleurnicheries, les demandes constantes d'attention. Alors tu les as traumatisées? Je les ai éduquées. Maintenant, ce sont des filles obéissantes, bien élevées. Quiconque les voit commente à quel point elles sont polies et calmes. Romain réalisa que Marine croyait vraiment avoir raison. Dans son esprit tordu, terroriser des enfants était une méthode éducative valable. C'est fini, Marine. Je vais demander le divorce et la garde exclusive des filles. Marine s'approcha de lui, ses yeux brillants de malice. Bonne chance pour prouver quoi que ce soit, Romain. Tu sais ce que je vais faire. Je vais raconter à tout le monde que tu es un père absent qui voyage plus de 15 jours par mois. Je vais raconter que tu es rentré de voyage paranoïaque, m'accusant de choses absurdes. Je vais obtenir une ordonnance restrictive contre toi pour diffamation et menace. Aucun juge ne va. Si. Surtout quand il saura que tu as violé ma vie privée, installé des caméras à la maison à mon insu et enregistré mes conversations privées. Romain se figea. Marine avait remarqué les caméras. C'est ça, chérie. J'ai remarqué les caméras hier soir. Tu sais où elles sont maintenant? À la poubelle. Et tu sais quoi d'autre? J'ai appelé mon avocate ce matin. Je prépare déjà une stratégie pour te dépeindre comme un mari contrôlant et paranoïaque. Romain réalisa qu'il avait sous-estimé Marine. Elle n'était pas seulement cruelle, elle était stratégiquement intelligente. « Et il y a une autre chose que tu ne sais pas, » continua Marine, son sourire s'élargissant. « Hier, après notre conversation, j'ai appelé les services sociaux. J'ai signalé que tu étais rentré de voyage en agissant étrangement avec les enfants, en leur posant des questions indiscrètes, en les effrayant avec ta paranoïa sur de prétendus mauvais traitements. » Le monde de Romain s'effondra. Marine avait anticipé tous ses mouvements. Ils vont envoyer une assistante sociale ici demain pour évaluer la situation familiale. Et tu sais ce qu'elle va trouver? Un père absent qui voyage constamment et une mère dévouée qui s'occupe avec amour de 2 petites filles parfaitement éduquées et heureuses. Les filles ne vont pas mentir pour toi. Elles n'auront pas besoin de mentir. Elles répondront simplement aux questions. Et quand on leur demandera si elles sont heureuses, elles diront oui, parce qu'elles savent ce qui arrive si elles disent non. Romain sentit une vague de désespoir. Marine avait construit un piège parfait. Ses filles étaient si traumatisées qu'elles mentiraient pour se protéger, et cela serait utilisé contre lui. « Tu es un monstre, » murmura-t-il. « Je suis une survivante, Romain, et j'ai toujours été meilleure que toi pour planifier à l'avance. » Marine monta les escaliers, laissant Romain seul dans le salon, réalisant qu'il avait perdu la première bataille d'une guerre qu'il ne savait même pas qu'il menait. Mais quand il regarda par la fenêtre et vit ses filles jouer dans le jardin, toujours ensemble comme, d'habitude toujours alertes comme de petits animaux effrayés, Romain fit une promesse. Peu importait l'intelligence de Marine, peu importait la qualité de son plan de défense, il trouverait un moyen de sauver ses filles, même si cela lui coûtait tout ce qu'il possédait. Le téléphone sonna. C'étaient les services sociaux, confirmant la visite pour le lendemain. La guerre était officiellement déclarée. L'assistante sociale arriva ponctuellement à 10 heures du matin. Madame Sandra Lefebvre était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux grisonnants attachés en un chignon sévère et aux yeux qui semblaient observer chaque détail.
Romain l'accueillit à la porte, essayant de cacher sa nervosité. « Monsieur Dubois, je suis Madame Lefebvre, des services sociaux. Nous avons reçu un signalement concernant le bien-être des enfants dans cette résidence. » Marine apparut comme une vision, vêtue d'une délicate robe à fleurs, les cheveux lâchés et un maquillage léger qui lui donnait l'air d'une mère dévouée sortie d'un magazine. « Madame Lefebvre, je suis si contente que vous soyez venue. Je suis très inquiète pour mon mari. Il est rentré de voyage hier avec un comportement très étrange. La façon dont Marine se présenta comme la victime de la situation était magistrale. Ses yeux s'emplirent de larmes contrôlées, sa voix trembla juste ce qu'il fallait. « Pouvez-vous me raconter ce qui se passe ?» demanda Madame Lefebvre, sortant une tablette pour prendre des notes. « Mon mari est rentré d'un voyage d'affaires et a commencé à porter des accusations absurdes, » dit Marine en essuyant une larme inexistante. « Il était très stressé, paranoïaque. Il m'a accusé de maltraiter les filles, alors que tout ce que je fais, c'est m'occuper d'elles avec amour. » Romain sentit le piège se refermer sur lui. « Madame, je n'étais pas paranoïaque. J'ai trouvé mes filles enfermées dans le sauna de la maison. Elles étaient effrayées, déshydratées. »« Romain, chéri, » l'interrompit doucement Marine, « tu sais bien qu'elles sont allées y jouer pendant la nuit. Nous en avons déjà parlé. » Madame Lefebvre prit des notes, son visage neutre ne révélant rien de ses impressions. « Puis-je parler aux enfants ?»« Bien sûr, » dit immédiatement Marine. « Elles sont dans leur chambre en train de jouer. Ce sont des anges, madame, des petites filles très bien élevées. » Ils montèrent les escaliers vers la chambre des jumelles. Romain remarqua que Marine marchait légèrement devant, contrôlant toujours la situation. Dans la chambre, Isabelle et Raphaël étaient assises sur le lit, jouant silencieusement avec des poupées. Quand elles virent les adultes, elles se levèrent immédiatement et se tinrent droites, comme de petits soldats au garde-à-vous. « Bonjour les filles, » dit Madame Lefebvre d'une voix douce. « Pouvez-vous me dire comment c'est de vivre ici ?» Les jumelles jetèrent un regard rapide à Marine avant de répondre. « C'est bien, » dit Isabelle à voix basse. « Maman Marine s'occupe bien de nous, » ajouta Raphaël. Romain observa. L'interaction, le cœur brisé. Ces filles étaient si conditionnées par la peur qu'elles ne pouvaient pas dire la vérité, même quand elles en avaient l'occasion. « Vous jouez beaucoup ?» continua l'assistante sociale. « Oui », répondirent-elles à l'unisson, mais Romain remarqua que leurs petits yeux se tournaient nerveusement vers Marine. « Et vous êtes heureuse ici ?» Il y eut une pause presque imperceptible. Romain vit Isabelle déglutir avant de répondre. « Oui, nous le sommes. » Madame Lefebvre parla aux filles pendant quelques minutes de plus, posant des questions sur leur routine, l'école, les jeux. Les jumelles répondirent à tout correctement, comme si elles avaient appris les réponses par cœur. Et elles les avaient probablement apprises, réalisa Romain. Marine avait tout préparé. Après avoir examiné la chambre des enfants, l'assistante sociale demanda à voir le reste de la maison. Marine fit la visite avec fierté, montrant les chambres impeccables, la cuisine organisée, le jardin bien entretenu. Quand ils arrivèrent à la piscine, Romain désigna le sauna. « C'est là que j'ai trouvé les filles enfermées. » Madame Lefebvre examina attentivement le sauna. Il était propre, sans aucun signe que des enfants y aient été confinés. « Je vois qu'il y a un verrou, » observa-t-elle. « Pour la sécurité, » expliqua promptement Marine. « Nous ne voulons pas que les enfants entrent seuls et se blessent avec la chaleur. » C'était une explication raisonnable. Romain réalisa que Marine avait une réponse à tout. De retour dans le salon, Madame Lefebvre s'assit pour prendre ses notes finales. « Madame Dubois, vous avez signalé des inquiétudes concernant le comportement de votre mari. Pouvez-vous développer ?» Marine soupira de façon théâtrale. « Romain voyage beaucoup pour le travail. Il est absent 15-20 jours par mois. Quand il rentre, il devient paranoïaque, comme s'il ne me faisait pas confiance pour m'occuper des filles. Cette fois, c'était pire. Il m'a accusé de choses terribles. »« Et quelle est votre version des faits, monsieur Dubois ?» Romain tenta de tout expliquer. Les marques sur les enfants, leur comportement craintif, les témoignages de la maîtresse, mais sans preuve matérielle. Ses paroles sonnaient comme la paranoïa d'un père coupable d'être toujours absent. « Madame, » dit Marine d'une voix tremblante, « je crains que le stress du travail n'affecte le jugement de Romain. Il est très agressif avec moi, devant les filles ces derniers temps. J'ai peur que cela n'évolue vers quelque chose de pire. » Romain sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Marine inversait complètement le récit, le dépeignant comme l'agresseur. « Ce n'est pas vrai !» protesta-t-il, mais sa voix sonnait désespérée. Madame Lefebvre prit d'autres notes, puis ferma sa tablette. « Je vais rédiger un rapport basé sur la visite d'aujourd'hui. Pour l'instant, je ne vois aucun signe immédiat de maltraitance envers les enfants. Elle semble bien soignée, bien nourrie et bien éduquée. Cependant, je vais recommander des séances de thérapie familiale pour aider la famille à résoudre ses problèmes de communication. » Romain savait qu'il avait perdu. Marine avait tout orchestré à la perfection. Après le départ de l'assistante sociale, Marine se tourna vers Romain avec un sourire triomphant. « Tu as vu comme c'était facile ? Maintenant, il y a un rapport officiel qui documente tes accusations infondées et ton comportement instable. Tu as tout préparé. » « Bien sûr que j'ai préparé. Tu me prends pour une amatrice ?» Romain monta dans la chambre des filles. Il les trouva encore assises sur le lit, immobiles comme des statues. « Papa, on a bien fait ?» demanda Isabelle d'une petite voix. « Maman Marine a dit que si on racontait des secrets, des choses très graves arriveraient, » murmura Raphaël. Romain s'agenouilla devant ses filles, le cœur en miettes. « Vous n'avez rien fait de mal, mes princesses. Papa comprend. » Mais intérieurement, Romain se sentait vaincu. Comment pouvait-il protéger ses filles si elles-mêmes étaient si terrorisées qu'elles ne pouvaient pas demander de l'aide? Cet après-midi-là, pendant que Marine sortait pour des engagements sociaux, Romain tenta une nouvelle stratégie. Il appela le docteur Charles Mercier, un psychologue pour enfants de renom. « Docteur, j'ai besoin d'une évaluation psychologique urgente pour mes filles. Je soupçonne qu'elles souffrent d'un traumatisme. Monsieur Dubois, je peux vous donner un rendez-vous la semaine prochaine. Mais je dois vous informer que s'il y a des signes de maltraitance, je suis légalement obligé de le signaler aux autorités. C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Romain prit rendez-vous pour les jumelles sans en parler à Marine. C'était un risque, mais c'était son seul espoir d'obtenir des preuves professionnelles du traumatisme des filles. Quand Marine rentra le soir, Romain l'affronta de nouveau. « Ça ne va pas en rester là, Marine. Je continuerai à me battre pour mes filles. »« Bonne chance, » rit-elle. « Tu sais ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui. J'ai parlé à 5 voisins. Je leur ai raconté que tu étais rentré de voyage très stressé, portant des accusations étranges contre moi. Maintenant, tout le monde s'inquiète pour ta santé mentale. » Romain réalisa que Marine détruisait systématiquement sa crédibilité sur tous les fronts. « Ah, et il y a une autre surprise, » continua Marine en sortant une enveloppe de son sac. « Mon avocate a déjà préparé une demande d'ordonnance restrictive. Si tu continues à me menacer ou à porter des accusations infondées, tu seras obligé de quitter la maison. » Romain ouvrit l'enveloppe. Le document était réel, détaillé, le dépeignant comme un mari abusif et instable. « Tu as vraiment pensé à tout, » dit-il, admiratif de la cruauté calculatrice de Marine. « Romain, chéri, tu me sous-estimes. Tu m'as toujours sous-estimé. Tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux tout contrôler? Je contrôle les choses qui comptent, les enfants, le récit, l'opinion publique. » Cette nuit-là, Romain resta éveillé à planifier son prochain coup. Marine était intelligente, mais Romain avait bâti un empire commercial en étant plus intelligent que ses concurrents. Il trouverait un moyen de la vaincre. Le lendemain matin, Romain découvrit que Marine était partie tôt avec les filles. Elle n'avait laissé qu'un mot. « J'ai emmené les filles passer la journée chez ma sœur. Tu as besoin de temps pour réfléchir à ton comportement. » Romain appela le portable de Marine, mais tomba sur la messagerie. Il essaya d'appeler l'école des filles et découvrit que Marine avait appelé pour signaler que les enfants n'iraient pas en classe pour des raisons familiales. Une vague de panique s'empara de Romain. Marine avait emmené ses filles, et il ne savait pas où les trouver. Le téléphone sonna. C'était Maître Henri, son avocat. « Romain, nous avons un problème. L'avocate de Marine a déposé une requête d'urgence au tribunal. Elle prétend que tu l'as menacée physiquement et que les enfants courent un risque en ta présence. C'est un mensonge. Je sais, mais une audience est fixée pour demain matin. Et Romain, elle a des témoins, des voisins qui confirment que tu as été instable depuis ton retour de voyage. » Romain raccrocha et se laissa tomber sur le canapé. Marine avait joué l'échec et mat. Elle avait les enfants, elle avait des témoins, elle avait la sympathie du système. Et Romain était seul dans une maison vide, réalisant qu'il avait perdu tout ce qu'il aimait à cause d'une femme qu'il ne connaissait même pas vraiment. Le bruit de la porte d'entrée résonna dans la maison. Marine était de retour.
Mais elle était seule. « Où sont mes filles ?» demanda Romain, la voix rauque de désespoir. Marine sourit, ce sourire froid qu'il connaissait si bien maintenant. « En sécurité, loin de toi. Et si tu veux les revoir, tu accepteras mes conditions. » Romain fixa Marine, essayant de déchiffrer l'étendue de sa cruauté. Elle était sereine, calculatrice, comme si contrôler la vie de 3 personnes n'était qu'un autre jeu qu'elle maîtrisait parfaitement. « Quelles sont tes conditions ?» demanda-t-il, la voix rauque de désespoir à peine contenue. Marine s'assit élégamment sur le canapé, croisant les jambes comme si elle était en réunion d'affaires. « C'est simple. Tu arrêtes ces accusations ridicules, tu admets publiquement que tu as une crise due au stress du travail, et tu acceptes de suivre une thérapie psychologique. En échange, les filles rentrent à la maison ce soir. Et après ? Après, tu recommences à voyager comme tu l'as toujours fait. Je continue à m'occuper des filles à ma façon, et nous vivons tous en harmonie. » Romain sentit le piège se refermer complètement. « Tu veux que j'accepte que tu continues à torturer mes filles ? J'éduque tes filles, Romain, et elles sont devenues des filles exemplaires sous ma garde. Quiconque les voit commente à quel point elles sont obéissantes et bien élevées. Elles sont obéissantes parce qu'elles sont terrorisées. » Marine soupira, comme si elle avait affaire à un enfant capricieux. « Romain, tu as jusqu'à demain matin pour décider. L'audience est à 9 heures. Tu peux t'y présenter en acceptant mes conditions ou tu peux t'y présenter comme un père instable qui a perdu la garde de ses filles. » Le téléphone de Marine sonna. Elle répondit avec un sourire. « Salut, mon amour. »« Oui, elles vont bien. Non, il résiste encore, mais il va céder. Bien sûr, garde-les là-bas. Jusqu'à ce que je confirme. » Romain réalisa qu'il y avait d'autres personnes impliquées dans le plan de Marine. Elle n'agissait pas seule. « À qui parlais-tu » ? « À quelqu'un qui comprend l'importance de garder des enfants disciplinés. » Cette nuit-là, Romain ne put dormir. Chaque minute qui passait était une minute où ses filles étaient loin de lui, subissant peut-être encore plus de punitions. À 3 heures du matin, il décida d'agir. Il appela Maître Henri. « Henri, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'urgent. Engage un détective privé. Je veux tout savoir sur le passé de Marine avant qu'elle ne me rencontre. Romain, il est 3 heures du matin. L'heure n'a pas d'importance. Marine n'est pas sortie de nulle part. Elle a un passé et j'ai besoin de le découvrir. » « D'accord, je connais quelqu'un de bien, mais ça va prendre du temps. Nous n'avons pas le temps. L'audience est demain, ce matin. » Romain raccrocha et se mit à arpenter la maison vide. Dans le bureau de Marine, il chercha le moindre indice sur l'endroit où elle aurait pu emmener les filles. Il trouva un carnet d'adresses et commença à appeler tous les numéros. Le premier appel fut pour Patricia, l'amie de Marine. « Allô ? C'est qui ? » ?»« Patricia, c'est Romain, le mari de Marine. Sais-tu où elle a emmené mes filles ? » ?»« Romain ? Quelle heure est-il ? » ?»« Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais Romain perçut une hésitation dans sa voix. « Patricia, mes filles de 4 ans ont disparu. Si tu sais quelque chose... » »« Écoute, Romain, je pense que tu devrais en parler avec Marine. Je ne peux pas m'en mêler. » L'appel fut coupé. Romain continua d'appeler d'autres contacts, mais tous donnèrent des réponses évasives ou nièrent toute connaissance. À 5 heures du matin, épuisé et désespéré, Romain prit une décision radicale. Il pirata l'ordinateur personnel de Marine, chose qu'il n'avait jamais faite en 2 ans de mariage. Ce qu'il y trouva le laissa sous le choc. Marine tenait un blog secret sur un site dédié à l'éducation infantile stricte. Sous le pseudonyme « Maman parfaite », elle documentait des méthodes de discipline efficaces pour les enfants à problème. Les articles étaient détaillés, froids, presque scientifiques. Jour 15. Application de la méthode de confinement contrôlé sur les jumelles après un épisode de désobéissance. Résultat, amélioration significative du comportement dans les 48 heures suivantes. Jour 23. Test de résistance à l'autorité. Les 2 enfants ont tenté de négocier les punitions. Application de la technique d'isolement progressif jusqu'à acceptation complète. Jour 30. Le mari rentrera de voyage demain. Enfant préparé pour une démonstration d'obéissance. Succès du programme de conditionnement évident. Romain lut article après article, chacun plus troublant que le précédent. Marine documentait systématiquement la destruction psychologique de ses filles
comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. Plus choquants encore étaient les commentaires. Des dizaines d'autres éducateurs louaient les méthodes de Marine, partageaient leurs propres techniques, discutaient des moyens de briser l'entêtement infantile. Romain découvrit que Marine était une figure de proue de cette communauté obscure. D'autres parents suivaient ses conseils, appliquaient ses techniques à leurs propres enfants. À la fin du blog, Romain trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Des photos. Marine avait photographié les séances d'entraînement des filles. Les images montraient Isabelle et Raphaël dans diverses situations, enfermés dans le sauna, debout dans un coin pendant des heures, mangeant par terre comme des animaux, dormant sur le sol froid de la salle de bain. Les photos étaient accompagnées d'analyses cliniques sur les progrès comportementaux et la rupture de la résistance. Romain imprima tout. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il avait des preuves solides et irréfutables. À 6 heures du matin, il appela Maître Henri. « J'ai trouvé. J'ai des preuves qui vont détruire Marine au tribunal. » Il expliqua rapidement l'affaire du blog et des photos. Henri resta silencieux un long moment. Romain, ça change tout. Mais nous devons agir avec prudence. Marine a toujours les filles, et si elle se rend compte que nous avons découvert ça, elle pourrait leur faire encore plus de mal. Exactement. Nous présenterons cela à l'audience comme une preuve surprise. En attendant, je vais demander une ordonnance d'urgence pour localiser les enfants. À 7 heures du matin, Marine rentra à la maison. Elle était de nouveau seule, mais semblait confiante. « Tu as décidé d'accepter mes conditions, Romain ? Où sont mes filles ? En sécurité, en attendant ta réponse. » Romain l'observa attentivement. Marine ne montrait pas la moindre nervosité ou culpabilité. C'était comme si elle n'avait pas conscience d'avoir fait quelque chose de mal. « Marine, tu crois vraiment que tes méthodes sont normales ? » « Mes méthodes sont efficaces. Tes filles étaient incontrôlables quand je suis arrivé ici. Maintenant, ce sont des modèles d'obéissance. » C'étaient des enfants normaux de 3 ans. C'étaient des sauvages qui avaient besoin d'être civilisés. Romain réalisa qu'il avait affaire à quelqu'un de profondément perturbé. Marine croyait vraiment que torturer des enfants était une méthode éducative valable. « Et si j'accepte tes conditions, comment savoir que tu les traiteras mieux ?» Marine sourit. « Je ne les traiterai pas mieux, Romain. Je les traiterai exactement comme je l'ai toujours fait. La différence, c'est que tu arrêteras d'interférer. » L'honnêteté brutale de Marine était terrifiante. Elle n'essayait même pas de prétendre qu'elle changerait. À 8 heures du matin, Romain et Henri se dirigèrent vers le tribunal. Romain portait un dossier contenant toutes les preuves du blog de Marine. À l'entrée du tribunal, Romain vit Marine arriver avec son avocate, une femme élégante d'âge mûr. Marine était impeccable comme toujours, vêtue d'un tailleur bleu clair qui lui donnait l'air d'une mère respectable. « Romain !» fit-elle en lui faisant un signe de la main, comme s'il s'agissait d'une rencontre sociale décontractée. « J'espère que tu as pris la bonne décision. » Dans la salle d'audience, Romain se sentit petit face à l'ampleur de l'enjeu. Un juge inconnu allait décider du sort de ses filles sur la base des preuves présentées. L'avocate de Marine, maître Fernanda Costa, commença sa présentation en dépeignant Romain comme un père absent et instable. « Votre honneur, ma cliente est une mère dévouée qui a renoncé à sa carrière pour s'occuper avec amour de 2 jeunes enfants. Monsieur Dubois, en revanche, passe plus de temps hors de la maison qu'en sa présence, et à son retour, il fait preuve de comportements paranoïaques et agressifs. » Elle présenta le rapport de l'assistante sociale, les témoignages des voisins et même des dossiers médicaux montrant que Romain avait consulté un psychologue par le passé pour un stress lié au travail. Quand vint le tour d'Henri, il se leva avec le dossier de preuves. « Votre honneur, je demande la permission de présenter des preuves qui révèlent la véritable nature des soins que Madame Dubois prodigue aux enfants. » Romain observa le visage de Marine quand Henri commença à présenter le blog. Pour la première fois, il vit quelque chose qui ressemblait à de la peur dans ses yeux. Le juge examina les preuves en silence, les articles détaillés sur la torture psychologique, les photos des enfants maltraités, les commentaires d'une communauté entière dédiée à la destruction psychologique de jeunes enfants. « Madame Dubois, » dit enfin le juge, « reconnaissez-vous ce matériel comme étant de votre fait ?» Marine hésita pour la première fois depuis que Romain la connaissait. « Votre honneur, ce blog a été mal interprété. Ce sont des méthodes éducatives reconnues. »
Des méthodes éducatives qui impliquent de confiner des enfants de 4 ans dans des saunas? Le masque de Marine tomba enfin complètement. Son sang-froid se désintégra face aux preuves irréfutables. « Où sont les enfants, Madame Dubois ?» demanda le juge avec sévérité. Marine regarda désespérément son avocate, qui semblait tout aussi choquée par les révélations. « Elles sont en sécurité. » « Où ?» Le silence s'étira pendant de longues secondes. Romain pouvait entendre son propre cœur battre. Puis Marine prononça les mots qui glacèrent le sang de Romain. « Elles sont en préparation pour une nouvelle famille, une famille qui comprend l'importance d'une discipline adéquate. » Le tribunal explosa de mouvement après les paroles de Marine. Le juge frappa son marteau à plusieurs reprises, essayant de rétablir l'ordre, tandis que Romain bondissait de sa chaise, le désespoir se transformant en pure adrénaline. « Où sont mes filles ?» cria-t-il en s'avançant vers Marine. « Où les as-tu? Emmenées ?» 2 huissiers de justice le retinrent, pendant que le juge ordonnait le silence absolu. « Madame Dubois, » dit le juge d'une voix glaciale, « je vais vous le demander à nouveau. Où sont les enfants Isabelle et Raphaël Dubois ?» Marine avait complètement perdu son sang-froid. Ses mains tremblaient, son visage était pâle, mais ses yeux brillaient encore de défi. « Elles sont avec des gens qui vont les éduquer correctement. Des gens qui comprennent que les enfants ont besoin d'une vraie discipline. » L'avocate de Marine se leva, visiblement désespérée. « Votre honneur, ma cliente a besoin d'une assistance psychologique. Elle n'est clairement pas en état de... » « Votre cliente a commis un enlèvement de mineur, » interrompit le juge, « et elle est en train de l'avouer au tribunal. » Romain sentit le monde tourner autour de lui. Ses filles n'étaient pas seulement cachées, elles avaient été livrées à des étrangers qui, selon Marine, partageaient ses méthodes sadiques d'éducation. Le juge ordonna l'arrestation immédiate de Marine et déclencha le protocole d'urgence pour la localisation d'enfants disparus. En quelques minutes, la salle d'audience se transforma en centre d'opération. « Maître Henri » Romain agrippa le bras de son avocat. « Depuis combien de temps peuvent-elles être avec ces gens ?»« Calme-toi, Romain. Nous allons les retrouver. » Mais Romain savait que chaque heure qui passait était une heure de torture possible pour Isabelle et Raphaël. Si Marine avait trouvé des gens qui approuvèrent de ses méthodes, ses filles étaient en danger de mort. Le commissariat devint un tourbillon d'activités. Romain fournit toutes les informations qu'il put rassembler. Les contacts du téléphone de Marine, les adresses de ses amis, tout indice qui pourrait mener aux filles. C'est alors que l'inspectrice Sandrine Olivier, spécialisée dans les crimes contre les enfants, fit une découverte choquante. « Monsieur Dubois, nous avons analysé le blog de votre femme et trouvé un réseau bien plus vaste que nous l'imaginions. Il y a des dizaines de personnes impliquées dans cette communauté de discipline infantile extrême, et certaines d'entre elles vivent ici à Paris. » Elle montra une liste de noms et d'adresses qu'elle avait compilées grâce aux commentaires et aux connexions du blog de Marine. « Nous allons mener des descentes simultanées à toutes ces adresses, » continua Sandrine. « Vos filles pourraient être dans n'importe laquelle d'entre elles. » Romain insista pour accompagner les descentes, malgré les conseils de tous. Il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant qu'on cherchait ses filles. La première maison était dans le 16e arrondissement. C'était un hôtel particulier imposant d'apparence normale de l'extérieur. La propriétaire, Véronique Champion, 50 ans, accueillit la police avec une surprise feinte. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais aucune Marine. » Mais quand les policiers entrèrent dans la maison, ils trouvèrent des preuves troublantes. Des chambres avec des verrous à l'extérieur, du matériel, de contention déguisée en mobilier pour enfants, des caméras de surveillance pointées vers des lits d'enfants. Ils ne trouvèrent pas Isabelle et Raphaël, mais ils trouvèrent 2 autres enfants, de 6 et 7 ans, enfermés dans une cave aménagée. Les enfants étaient en état de choc, à peine capables de parler. « Où sont les jumelles ?» implora Romain à Véronique, qui était maintenant menottée. « Je ne sais pas de quelles jumelles vous parlez, » répondit-elle froidement, mais ses yeux révélaient qu'elle savait exactement. La deuxième maison fut encore plus troublante. Charles Martin, 45 ans, avait transformé sa résidence en un véritable camp d'entraînement pour la correction comportementale infantile. Il y avait des minuteurs au mur, des tableaux de punition et même un système de haut-parleurs pour donner des ordres. Encore une fois, ils ne trouvèrent pas les jumelles, mais ils sauvèrent une fillette de 5 ans qui était détenue dans une salle d'isolement, un réduit sans fenêtre de la taille d'un placard.
Romain commençait à désespérer. Chaque maison visitée révélait plus d'horreur, mais ses filles restaient introuvables. Ce fut dans la 3e maison qu'ils eurent une piste réelle. Patricia Simon, l'amie de Marine que Romain avait appelée dans la nuit, était en panique quand la police arriva. « Je ne voulais pas être mêlée à ça !» cria-t-elle en étant arrêtée. « Marine m'a forcé !» Dans le salon de la maison de Patricia, Romain vit quelque chose qui le figea. Les chaussures d'Isabelle et de Raphaël, toutes petites, posées contre le mur. « Elles étaient ici », dit Sandrine en examinant les chaussures. Et récemment, sous la pression de l'interrogatoire, Patricia finit par avouer. « Marine a amené les filles hier matin. Elle a dit que c'était temporaire, que vous aviez des problèmes de famille. Mais les filles étaient différentes, effrayées, silencieuses, et elles avaient des marques. Où sont-elles maintenant ?» Romain serra les chaussures de ses filles contre sa poitrine. Marine les a emmenées à la campagne, à la propriété des Fernandez en vallée de Chevreuse. Elle a dit que là-bas, elles apprendraient la vraie discipline. Romain connaissait vaguement les Fernandez. C'étaient des connaissances dans les cercles sociaux parisiens, des gens apparemment respectables. L'idée qu'ils puissent être impliqués dans ce réseau sadique était terrifiante. Le trajet jusqu'à la vallée de Chevreuse dura une éternité. Romain était à l'arrière de la voiture de police, regardant le paysage défiler, tandis que son esprit créait des scénarios de plus en plus désespérés sur ce que ses filles pouvaient être en train de subir. La propriété des Fernandez était isolée, entourée d'une forêt dense. C'était l'endroit parfait pour cacher des enfants enlevés. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent des portails fermés et une résistance initiale des propriétaires. Édouard Fernandez, 60 ans, et sa femme Claire tentèrent de nier toute implication. « Nous ne savons pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas d'enfants. Ici. » Mais le mandat de perquisition permit à la police d'entrer, et ce qu'ils trouvèrent glaça le sang de Romain. Dans une annexe de la maison principale, il y avait une structure qui ressemblait à un internat pénitentiaire. De petites chambres avec des lits superposés en fer, des salles de bain sans intimité. Une salle centrale avec des chaises disposées en rangées comme dans une école militaire. Et dans l'une des chambres, recroquevillées sur un lit, se trouvaient Isabelle et Raphaël. Romain courut vers ses filles, mais s'arrêta en les voyant. Les filles étaient vêtues d'uniformes gris, identiques, comme de petites prisonnières. Leurs cheveux avaient été coupés courts, presque rasés. Elles le regardèrent avec des yeux vides, sans le reconnaître immédiatement. « Isabelle ? Raphaël ? C'est moi, papa. » Les filles se regardèrent, comme si elles se demandaient mutuellement la permission de réagir. « Papa ?» murmura enfin Isabelle, mais sa voix était différente. Plus basse, plus contrôlée. « On a été méchantes, papa, » dit Raphaël, les mots sonnant comme s'ils avaient été répétés des milliers de fois. Tante Claire a dit qu'on méritait une punition. Romain serra ses filles dans ses bras, sentant à quel point elles étaient maigres, comment elles tremblaient. Elles ne savaient plus comment recevoir de l'affection. Elles avaient été conditionnées à s'attendre à une punition pour tout comportement. « Vous n'avez pas été méchante, » murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Vous êtes parfaite. Papa est venu vous chercher. » Mais quand il essaya de les faire sortir de la chambre, les filles résistèrent. « On ne peut pas sortir, » dit Isabelle. « On n'a pas eu la permission. Tante Claire a dit que si on sort sans permission, on devra aller dans la boîte noire, » compléta Raphaël. Romain regarda autour de la chambre et vit dans un coin une structure en bois qui ressemblait à un cercueil vertical. Elle était trop petite pour un adulte, mais de la bonne taille pour un enfant de 4 ans. La boîte noire était un instrument de torture conçu spécifiquement pour les jeunes enfants. Romain se retourna pour trouver Claire Fernandez en train d'être arrêtée. Elle gardait la même expression froide que Marine avait toujours eue. « Vous faites une erreur, dit-elle calmement au policier. Ces enfants étaient en cours d'éducation. Dans 2 semaines, elles auraient été complètement disciplinées. »« Disciplinées pourquoi ?» cria Romain. Claire sourit. « Pour l'adoption. Il y a une famille en Europe qui paie très bien pour des enfants correctement dressés. » Le monde de Romain s'effondra de nouveau. Il ne s'agissait pas seulement de torture psychologique. Marine avait vendu ses filles. Elles étaient en train d'être préparées pour être vendues comme esclaves domestiques à une famille étrangère. L'inspectrice Sandrine s'approcha de Romain. « Monsieur Dubois, nous avons trouvé de faux documents d'adoption.
Vos filles devaient être envoyées hors du pays la semaine prochaine. Romain serra ses filles encore plus fort, réalisant à quel point il avait failli les perdre pour toujours. S'il n'était pas rentré plus tôt de son voyage, s'il n'avait pas découvert le blog de Marine, Isabelle et Raphaël auraient disparu à jamais. Mais quand il essaya de les ramener à la maison, il découvrit que la torture psychologique avait été si intense que les filles ne pouvaient plus fonctionner en dehors du système de contrôle auquel elles avaient été soumises. Elles demandaient la permission de respirer, de cligner des yeux, d'exister. Romain réalisa que, bien qu'il ait retrouvé ses filles, la bataille pour récupérer leurs âmes ne faisait que commencer. 6 mois après le sauvetage, Romain observait ses filles jouer dans le jardin de leur nouvelle maison. C'était une scène qu'il n'aurait jamais cru revoir. Isabelle et Raphaël riant, courant librement, étant simplement des enfants. Mais le chemin pour en arriver là avait été le plus difficile de sa vie. Les premiers jours après le sauvetage furent un cauchemar. Les jumelles rentrèrent à la maison comme 2 petites poupées brisées, incapables de prendre la moindre décision, sans permission expresse. Elles demandèrent la permission de manger, de boire de l'eau, d'aller aux toilettes. Elles dormaient par terre car elles pensaient ne pas mériter de lit. Romain avait licencié tout le personnel de l'hôtel particulier de Neuilly et avait déménagé avec les filles dans une maison plus petite, plus chaleureuse, dans un quartier tranquille. Il voulait qu'elles se sentent en sécurité, pas impressionnées par un luxe qu'elles associaient désormais à la souffrance. La psychologue pour enfants, le docteur Anne-Sophie Chevalier, avait été claire dès le début. « Monsieur Dubois, vos filles ont subi un abus psychologique sévère. Elles ont été systématiquement brisées et reconditionnées. La guérison prendra des années, pas des mois. » Romain avait annulé tous ses engagements professionnels. Son entreprise fut confiée à des directeurs pendant qu'il se consacrait entièrement à ses filles. Pour la première fois depuis des décennies, le travail passait au second plan. Les premières séances de thérapie furent dévastatrices. Romain observait à travers un miroir sans teint, tandis que le docteur Chevalier tentait de faire jouer les filles. Elles restaient assises, immobiles, attendant des ordres. Quand la psychologue leur offrait des jouets, elles demandaient si elles avaient la permission de les toucher. « Je peux prendre cette poupée ?» demandait Isabelle, sa voix encore robotique. « Tu peux prendre tous les jouets que tu veux » répondait patiemment le docteur Chevalier. « Mais si c'est mal, et si je la casse ?»« Ce n'est pas grave si elle se casse. Les jouets sont faits pour jouer. » Le concept qu'elle puisse faire quelque chose juste pour le plaisir était totalement étranger aux jumelles. Pendant ce temps, le procès de Marine se déroulait au tribunal. Les enquêtes révélèrent un réseau international de trafic d'enfants déguisé en éducation comportementale. Des dizaines d'enfants avaient été torturés et vendus au fil des ans. Marine tenta de plaider la folie, mais les preuves du blog prouvèrent que ces actes étaient calculés et prémédités. Pendant le procès, elle ne montra aucun remords. « Ils ne comprennent pas », dit-elle lorsqu'on l'interrogea sur ses méthodes. « Les enfants modernes sont des sauvages. Quelqu'un doit les civiliser. » Romain assista à toutes les audiences, observant la femme qu'il avait épousée se révéler être une prédatrice froide et calculatrice. Il découvrit que Marine avait été abandonnée par ses parents à l'âge de 5 ans et élevée dans une institution stricte et abusive. Son traumatisme d'enfance s'était transformé en un besoin compulsif de contrôler et de briser d'autres enfants. Cela ne justifiait pas ce qu'elle avait fait, mais expliquait l'origine de sa monstruosité. La sentence fut historique. 25 ans de prison pour enlèvement, maltraitance infantile, association de malfaiteurs et trafic de mineurs. 15 autres membres du réseau furent condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans. Mais la vraie bataille se déroulait à la maison. Romain apprit à être père d'une manière complètement différente. Il se mit à observer chaque geste de ses filles, chaque micro-expression indiquant la peur ou l'anxiété. Il changea complètement sa routine pour être toujours présent quand elles en avaient besoin. Carmen, la femme de ménage qui avait été témoin des abus de Marine, revint travailler pour la famille. Mais son rôle était désormais bien plus celui d'une grand-mère de substitution que d'une employée. Elle aidait Romain à réintroduire les filles au concept d'affection inconditionnelle. « Monsieur Dubois, dit-elle un jour, les filles commencent à rire quand elles pensent que personne ne les regarde. » C'était un petit progrès mais significatif. La première grande avancée eut lieu 3 mois après le sauvetage. Raphaël faisait des cauchemars et se réveilla en pleurant au milieu de la nuit.
D'habitude, elle ravalait ses larmes et se forçait à se rendormir. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. « Papa !» appela-t-elle doucement. Romain se précipita dans la chambre et trouva sa fille, les larmes aux yeux. « J'ai fait un mauvais rêve. Tu veux le raconter à papa ? J'ai rêvé que maman Marine revenait et nous emmenait de nouveau dans la boîte noire. » Romain serra sa fille dans ses bras, sentant son propre cœur se briser. « Maman Marine ne reviendra plus jamais. Mon amour, elle est dans un endroit où elle ne peut faire de mal à personne. Promis ? Promis. Et tu sais quoi ? Si tu fais des cauchemars, tu peux toujours appeler papa, peu importe l'heure. » C'était la première fois que Raphaël demandait de l'aide de sa propre initiative depuis des mois. Isabelle mit plus de temps à s'ouvrir. Elle était l'aînée des jumelles de 2 minutes et avait assumé le rôle de protéger sa sœur pendant les abus. Elle portait une culpabilité qui ne devrait pas exister chez une enfant de 4 ans. Lors d'une séance de thérapie, elle explosa enfin. « J'ai laissé maman Marine faire du mal à Raphaël. Je suis une mauvaise sœur. » Le docteur Chevalier travailla patiemment pour défaire la distorsion cognitive que Marine avait implantée dans l'esprit de la fillette. « Isabelle, tu étais une petite enfant. Ce n'était pas ta responsabilité de protéger qui que ce soit. C'était la responsabilité des adultes de vous protéger. Mais j'aurais pu crier plus fort, j'aurais pu désobéir plus. Et si tu l'avais fait, que se serait-il passé? Maman Marine nous aurait fait encore plus de mal. Alors tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu as essayé de vous garder en sécurité, toi et ta sœur, de la seule manière que tu pouvais. » Progressivement, Isabelle commença à comprendre que survivre n'était pas une trahison. Romain suivit également une thérapie. Il portait une culpabilité écrasante de ne pas avoir vu les signes plus tôt, d'avoir fait confiance à Marine, d'avoir privilégié le travail à la famille. « Romain, » lui dit le docteur Marc, son thérapeute, « vous ne pouviez pas savoir. Marine était une manipulatrice experte. Elle a trompé des assistantes sociales, des voisins, des professeurs. Vous avez été sa victime autant que vos filles. Mais j'aurais dû les protéger. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Dès que vous avez découvert la vérité, vous avez remué ciel et terre pour les sauver. C'est ce que fait un père. » La deuxième grande avancée survint lorsque les filles commencèrent à faire des caprices normaux d'enfants. Romain préparait le dîner quand il entendit des cris venant du salon. Il courut voir ce qui s'était passé et trouva Isabelle et Raphaël se disputant. « Un jouet !»« C'est à moi !» criait Isabelle en tirant un côté de la poupée. « Non, je l'ai prise la première !» répondait Raphaël en tirant l'autre côté. Romain resta là, à observer la scène, les larmes aux yeux. Ses filles se disputaient. Elles étaient des enfants normales, égoïstes, bruyantes. C'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Les filles, » dit-il en essayant de rester sérieux, « vous allez casser la poupée. »« Elle ne veut pas partager, » accusa Isabelle. « C'est elle qui ne veut pas partager, » rétorqua Raphaël. Romain résolut la dispute avec la sagesse de Salomon en réglant un minuteur pour que chacune joue 15 minutes. Mais intérieurement, il célébrait. Ses filles se sentaient enfin assez en sécurité pour exprimer la colère, la frustration, la jalousie, toutes les émotions que Marine avait réprimées par la terreur. 6 mois plus tard, les changements étaient remarquables. Les filles retournèrent à l'école, mais dans un nouvel établissement où personne ne connaissait leur histoire. Romain avait parlé du traumatisme aux maîtresses, mais leur avait demandé de traiter les jumelles comme des enfants normales. La nouvelle maîtresse, Madame Lucie, rapporta des progrès impressionnants. Au début, elles étaient trop calmes, trop soumises. Mais maintenant, Isabelle s'est fait 3 amis et Raphaël adore mettre le bazar dans le bac à sable. Romain avait appris à apprécier chaque petite bêtise, chaque désobéissance anodine, chaque caprice typique d'enfant. C'étaient des signes que ses filles retrouvaient leur enfance volée. En thérapie familiale, le docteur Chevalier observait l'interaction entre le père et ses filles avec une satisfaction professionnelle. « Romain, vous avez parcouru un chemin incroyable. Les filles ne sont plus les enfants brisés qui sont arrivés ici. Elles deviennent celles qu'elles auraient toujours dû être. Je fais encore des cauchemars, admit Romain. Je rêve que Marine revient, ou que je découvre qu'il y a d'autres personnes impliquées. C'est naturel. Mais regardez vos filles, maintenant. » Romain regarda. Isabelle construisait une tour avec des cubes, tandis que Raphaël essayait de la faire tomber. Elle riait aux éclats, sans se soucier de faire trop de bruit.
Sont-elles guéries ? Demanda-t-il. La guérison complète d'un traumatisme de cette ampleur est un concept complexe, répondit le docteur Chevalier. Mais elles ont appris que le monde peut être sûr, que les adultes peuvent être dignes de confiance, qu'elles méritent un amour inconditionnel. C'est plus que de la guérison, c'est de la reconstruction. Romain s'agenouilla entre ses filles, qui se jetèrent immédiatement dans ses bras. « Papa, regarde ma tour !» dit fièrement Isabelle. « J'ai aidé !» ajouta Raphaël. « Elle est magnifique !» dit Romain en les embrassant toutes les deux. « Vous êtes les plus talentueuses constructrices du monde. » Les filles rirent et retournèrent à leur jeu. Romain resta à les observer, réalisant qu'il avait enfin trouvé l'équilibre entre les protéger et les laisser libres. Ce soir-là, après avoir lu des histoires aux filles et les avoir vues s'endormir dans leur propre lit, portant des pyjamas qu'elles avaient elles-mêmes choisis, Romain s'assit sur la terrasse de la nouvelle maison. Carmen apporta un café et s'assit à côté de lui. « Elles vont bien, monsieur Dubois », dit-elle doucement. « Oui », acquiesça-t-il. « Enfin ». Romain regarda les étoiles, pensant à la façon dont sa vie avait complètement changé en moins d'1 an. Il avait perdu une fortune en frais de justice et mis de côté une entreprise, millionnaire. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la chance d'être vraiment le père de ses filles. Dans la chambre des filles, Isabelle et Raphaël dormaient enlacés, des sourires paisibles sur leurs visages. Il n'y avait plus de cauchemars constants, plus de peur de se réveiller en captivité. Romain avait appris qu'aucun succès professionnel ne valait l'absence dans la vie de ses filles. Aucune réunion n'était plus importante qu'un de leurs câlins. Aucun contrat ne valait plus que de les voir grandir libres et heureuses. La guerre était terminée. Et finalement, tout le monde avait gagné. Sauf les monstres qui pourrissaient désormais derrière les barreaux. Romain ferma les yeux, écoutant les sons doux de la nuit tranquille. Pour la première fois depuis 1 an, il put dormir d'un sommeil parfaitement paisible. Ses filles étaient en sécurité. Et il était là pour s'assurer qu'elles le resteraient pour toujours.